Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission littéraire du week-end. Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis d'une irrégularité terrible, mais j'essaye de vous présenter chaque semaine un nouveau roman. Aujourd'hui je vais vous parler avec un petit peu de nostalgie, du dernier opus de la saga Gardria, qui s'intitule Le Crépuscule du Prince. C'est un roman de Marianne Fairhertz dont j'ai déjà parlé, puisque j'ai été pas mal pipelette sur les premiers opus, en essayant de ne pas spoiler, ce qui n'est pas forcément facile. Et aujourd'hui, j'ai envie, c'est l'envie du jour, j'ai envie de vous lire, pour introduire cette émission, j'ai envie de vous lire les premières lignes. Et le chapitre 1 s'intitule Le temps des décanales. Alors évidemment, j'ai choisi d'introduire de cette façon-là parce que pour ceux qui n'ont pas lu les deux premiers opus, ça leur donnera pas beaucoup d'indications, et même si vous les avez lus, ça ne peut que vous donner l'envie de continuer. Voilà. Donc le temps des décanales. Depuis leur arrivée à Décadencia, le quintet parcourait Sirgaillac à cheval. Seul le bruit des sabots fracassant le sol résonnait sur leur passage. Exirot, en tant que consul, souhaitait prendre le pouls du pays et l'état d'esprit du peuple. À ce titre, il avait à dessein laissé échapper une rumeur indiquant que le prince regagnerait la capitale, Pandémonium, dans les jours qui suivraient. Cela donnait le temps aux quidam d'organiser quelques manifestations, bienveillantes ou non, sur leur chemin. Car si leur seigneur ne retrouvait pas exactement son trône, les apparences donnaient tort à ce fait. Et là, je n'irai pas plus loin et je ne vous dirai pas pourquoi les apparences sont trompeuses dans cette arrivée dans les décanales. C'est vrai que j'ai accroché un peu sur certains mots, je suis désolée. Mais c'est vrai que dans ce troisième tome, l'action s'accélère et vous allez voir que il est très très différent. Enfin d'ailleurs les trois volumes sont très différents les uns des autres, même si c'est une aventure qui a une continuité extraordinaire. Mais à chaque tome, on s'est arrêté sur quelque chose en particulier. Donc c'est vrai que dans le premier, c'était la relation entre Lilith et Gabriel suite à leur duel et à ce qui les liait. Ensuite, dans le deuxième, Lilith est touchée par ce lien justement, et elle revient beaucoup sur sa vie, elle revient beaucoup sur ce qu'elle a fait, c'est presque une analyse d'elle-même, tout en, bien sûr, nous avons l'histoire qui entoure. Et dans ce troisième opus, on atteint vraiment le paroxysme, puisque c'est le retour. La situation semble désespérée, rien ne va plus. Il y en a qui ont des ambitions de puissance, et comme dans le royaume du prince des ténèbres, les décanales sont lancés, ils annoncent un terrible décompte au terme duquel l'existence même du royaume de Sirgaillac est menacée. Lilith, donc suite à
suite à son analyse, n'est plus que l'ombre d'elle-même, et son seul soutien, c'est Azraël, qui ne la comprend pas toujours. Donc, l'anime Cumus gagne et pousse Lilith dans ses derniers retranchements. Les échanges avec Gabriel sont rompus. Azraël compose comme il peut avec l'étrange comte d'Étré. L'inconscience de la fondatrice et l'état de santé dramatique du prince. C'est vrai qu'on va retrouver beaucoup plus ce personnage, et la guerre est vraiment inévitable. Alors, Sir Garak survivra-t-il? Suivra-t-il le même destin que son seigneur? Est-ce qu'il est condamné à son tour? C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle va retrouver ses terres, ou est-ce qu'elle va pouvoir combattre? C'est vraiment toutes les questions qu'on se pose dans ce dernier opus. Mais au milieu de cette vraiment grande, c'est une grande, c'est un voyage, c'est une aventure. Eh bien, il y a des petites thématiques qui sont semées par-ci par-là. Moi, j'ai trouvé que le duo Lilith et Azraël représente l'amour et la tolérance. Dans le résumé de l'auteur, qui en dit bien assez, j'ai trouvé qu'au travers de cette guerre devenue inévitable, il y a l'amour et des alliances qui sont inattendues et qui m'ont considérablement touchée. La plume de l'auteur reste fluide et dévoile vraiment une thématique intéressante, celle de la tolérance. Parce que si Lilith est déterminée et use évidemment de stratégies pour retrouver son royaume Sir Garak, le prince des enfers m'avait laissé à la fin du deuxième opus dans une situation douteuse. Le final résulte du spleen. Lilith est revenue sur ses années passées, elle doute, s'enfonce dans ses croyances que je trouve limitantes, mais si les anges et les démons sont en lutte perpétuelle, hein, elles sont censées ne pas se laisser vivre les uns les autres, c'est un combat éternel. Il existe une exception, c'est vrai que le lien qui a toujours uni Azraël à la démone est un exemple de tolérance, et l'auteur nous pousse là-dedans. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres alliances qui semblent totalement qui sont d'ailleurs, elles sont inimaginables, on ne peut pas les voir venir, et malgré tout il y a dedans, on ressent vraiment l'amour et une tolérance entre certains personnages, bien qu'ils ne soient pas des mêmes clans, des mêmes... Alors, vous allez retrouver quelques scènes qui sont réservées aux adultes, aussi romantiques qu'héroïques, et je vais vous en lire là aussi un passage, parce que je ne l'ai pas fait dans mes précédentes émissions, mais je voudrais vous faire découvrir vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu une ligne de cette saga, je voudrais vous faire découvrir la plume de l'auteur et la façon qu'elle a de construire ses phrases et ses descriptions sans que ce n'est pas lourd, et ça vous embarque.
Le souffle court, Azraël aida l'Abycéenne à se redresser et la tira contre son torse. Une étrange sensation de satisfaction s'empara de lui. Pour autant, son plaisir se trouvait quelque peu altéré. Il ne voulait pas qu'il s'achève si vite. De son côté, frémissante, Lilith caressa négligemment les abdominaux du destructeur, non sans déposer quelques baisers sur ses pectoraux. Elle glissa lascivement ses doigts jusqu'au cou de son amant. Taquine. Alors même si la romance est présente et agrémente la lecture avec ces merveilleux instants qui sont des plaisirs partagés, parce que quand là évidemment c'est un extrait et il est sorti de son contexte, mais c'est vrai que nous sommes en pleine guerre, nous sommes dans un monde qui, entre les anges et les démons, on parle surtout des démons, et il y a de si magnifiques scènes d'amour entre deux individus que tout sépare. Sur la chronique qui est rédigée, l'auteur a un compte sur Instagram où il y a des dessins superbes. J'en ai mis un sur la chronique rédigée du blog, donc pour ceux qui souhaitent, je mettrai le lien, peut-être sera plus simple, sur le compte Instagram de l'auteur. Mais si Azraël reste un personnage qui est quand même ambivalent, mystérieux, accrochez-vous, hein, il est d'un charme à vous détourner de vos tâches quotidiennes, et d'ailleurs en fait vous allez tout oublier de votre quotidien. Moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, cette façon d'embarquer, et même si on est accroché à un truc, de pouvoir se poser et dans cette lecture de tout oublier. Il y a aussi une autre thématique qui m'a profondément marquée. Ce sont les races et les sous-races. C'est un terme qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Depuis le début de cette saga, il est question des races. Et chaque clan estime bien sûr que l'autre est une sous-race. Donc bien sûr, les anges sont les meilleurs pour eux. Les démons, pour eux, le sont, et souvent, il y a des paroles très désagréables qui sont dites des uns envers les autres. Ça se rapproche énormément du racisme, hein, de ce qu'on peut voir autour de nous. Et c'est ça en fait, mais tuer l'autre parce qu'il n'est pas du même sang, j'ai trouvé que c'était un peu l'histoire de notre monde. Alors même si j'ai dit que j'oubliais mon quotidien, justement c'est vrai que il y a les scènes qui vous font complètement voyager, mais il y a quand même par-ci par-là la petite graine de la réflexion. Et là celle-ci qui me touche, parce que l'auteur m'a guidée vers une réalité, c'est celle, enfin, l'union fait la force, et ceux que nous voyons comme des ennemis se révèlent parfois nos alliés les plus fidèles. Mais dans le roman, vous resterez très éloigné du cliché moralisateur, vous inquiétez pas, et bon, peut-être que je suis moi particulièrement sensible à cette thématique. N'empêche qu'elle fait simplement partie de la quête de Lilith pour gagner cette guerre. Le prince des enfers est un très fin stratège. Donc, contrairement à ses détracteurs, Lilith a une morale, alors peut-être issue du fameux sort qui a été jeté, mais c'est vrai que je me suis attachée à ce personnage et j'ai aussi appris à respecter autant ses nombreuses qualités que son côté démoniaque. Enfin, elle a accepté le côté démoniaque et à faire une balance entre le bon en elle et le côté démon. Je trouve que la façon dont l'auteur décrit tout ça
m'a engagée à être très modérée dans mes propos. J'aimerais savoir ce que les autres lecteurs en pensent. Je suis curieuse. Dans ce troisième opus, j'ai aussi rencontré un nouveau personnage à la personnalité et au don surprenant. Alors c'est une Kralik, mutique et mystérieuse, mais qui est dotée d'une présence, d'une très forte présence d'ailleurs. C'est assez particulier. Elle est intrigante et je voulais vous lire un passage, mais je le ferai pas parce que je me suis rendu compte que là, par contre, j'allais lever tout le mystère du personnage. Donc voilà, je le ferai pas. Mais ça donne un côté vraiment où la magie est de plus en plus présente et dans cet univers fantastique et médiéval, elle est prégnante. Dans ce dernier opus, dans les batailles qui explosent, effectivement, c'est beaucoup plus que des batailles de cap et d'épée, enfin, surtout médiévales, c'est avant, mais là on a vraiment le côté où chacun use de ses dons et de sa magie pour pouvoir gagner les batailles, en plus d'une stratégie qui sera ou pas. Je ne dis rien. Qui sera utile au protagoniste. En tout cas, Le Crépuscule du Prince est le dernier volume de la saga Gardria. Son auteur nous prépare une nouvelle épopée où j'espère retrouver les personnages que j'ai appris à aimer quand même tout au long de ma lecture. Parce que Marianne Fairheart m'a embarqué dans un autre monde et je suis certaine qu'elle y a caché d'autres pépites. C'est une plume fluide, il y a des dialogues qui sont vraiment exceptionnels. C'est un univers qui est décrit avec beaucoup de subtilité, en partie grâce à la richesse du vocabulaire. Ce sont des mots qui touchent le cœur, qui touchent l'âme et qui vous créent des images, donc qui alimentent votre imaginaire. Pour moi, c'est une romancière qui est vraiment talentueuse et je vous invite vraiment à la découvrir de toute urgence parce que comme elle va écrire une nouvelle saga, ce serait dommage de ne pas commencer par celle-ci. Et je tiens vraiment à la remercier pour m'avoir offert cette évasion à travers son monde, à travers cette création. Il y a des cartes qui sont aussi d'une richesse incroyable parce que même si mon imaginaire se repère facilement, j'aime beaucoup avoir les cartes parce que les cartes donnent un côté très réaliste. J'avais vraiment le sentiment d'être sur ces terres, d'être avec Lilith, d'être avec ses amis, d'être avec ses ennemis, et de voyager entre le monde des anges, celui des hommes, des humains, et celui des démons. Je vais pas être trop bavarde et du coup je vais arrêter mon discours littéraire pour aujourd'hui, mais sachez que oui, c'est un livre que je recommande, c'est une saga que je recommande sans aucune hésitation. Ce sont des
ce sont des ouvrages qui rejoindront notre bibliothèque nomade dès que possible. Alors dès que possible, pourquoi? Parce que moi j'ai des versions numériques et que la bibliothèque nomade est obligée d'avoir des versions papier. On attend donc d'avoir toujours des finances pour pouvoir avoir les versions papier, mais c'est vrai que c'est un univers que j'ai envie de faire découvrir à nos lecteurs à travers les chemins. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et moi je vous dis à la prochaine.